Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, on s'intéresse à une passionnante étude. Et si les salariés n'étaient pas sur la même longueur d'onde que les patrons, que les dirigeants, on va y revenir dans quelques instants avec une étude et son représentant, il est sur notre plateau. On en parlera avec lui. Le livre de Smart Job, on parle du vivant. Et si le vivant inspirait nos organisations, peut-être, c'était raconté en tout cas dans un livre, La stratégie du poulpe. L'auteur Emmanuel Joseph Dailly est notre invité, livre sorti aux éditions Erol. Le cercle RH, notre débat de la semaine, le débat d'actualité, la baisse du chômage, les chiffres sont bons. Les restaurateurs qui souhaitent augmenter les salaires, oui, il y a une pénurie d'emplois. Et puis la réforme de l'assurance chômage, qu'est-ce que cela va changer? Voilà le programme de notre débat d'actualité. Et puis pour terminer notre émission Fenêtre sur l'emploi avec Amélie Favre-Guittet, c'est le recrutement en version très concrète, ce que les candidats cachent parfois aux recruteurs. Et ils ont tort. On en parlera avec elle à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est Bien dans son job. Bien dans son job, on va s'intéresser aujourd'hui dans cette rubrique à une étude passionnante pour sonder les cœurs à la fois des salariés, et c'est en ce sens-là que l'étude est passionnante, à la fois les salariés, mais aussi les dirigeants. Henri Vidalinck, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Vous êtes déjà venu sur notre plateau, président de Grant Alexander, qui est un cabinet qui a travaillé justement sur ce sujet. Un groupe de conseil RH et de services RH. Vous, groupe. Vous préférez groupe que cabinet? Oui, je préfère groupe. C'est plus important. On a plusieurs activités. Merci en tout cas d'être là. Grant Alexander et Opinion West se sont intéressés justement. On a souvent des études sur les dirigeants ou les salariés. Là, vous avez fait les deux. D'abord, ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est qu'on a des dirigeants plutôt optimistes, j'allais dire presque contents d'eux, et des salariés qui le sont moins. Le bilan est finalement bien moins morose qu'on l'aurait imaginé. Les dirigeants qu'on a interviewés nous disent, finalement, cette crise, facteur d'opportunité. Elle nous a permis de nous transformer. Enfin, elle a permis aux entreprises de se transformer. On en a profité pour mettre en place des choses. Autorisez-moi d'abord de ne pas mourir et de... Alors, ils sont assez peu à nous dire qu'ils sont passés près de la correctionnelle. À peine, je crois, très peu. 10%, d'après ce que je me rappelle. Ils sont bien contents d'en sortir quand même de cette crise. Et ils ont beaucoup appris sur eux-mêmes, en réalité. C'est très intéressant de voir qu'ils nous disent, en fait, finalement, on a vachement progressé. On a progressé en agilité, en capacité d'adaptation, on a appris sur nous-mêmes. Bref, il y a deux chiffres. C'est assez salvateur. On va parler des salariés, évidemment, parce que c'est vrai que c'est intéressant d'avoir le contre-champ. C'est le contre-champ, c'est le regard que portent les salariés sur leurs dirigeants. Côté dirigeants, 63% des dirigeants interrogés estiment avoir progressé en tant que dirigeants grâce à la crise. Et 87%, ce qui rejoint ce que vous dites, se sentent dans un état d'esprit positif. Très confiant en l'avenir. Alors, il y a quand même un élément que nous, on a noté, 86% d'entre eux, on va voir ce chiffre, parce que je voulais qu'on le commente ensemble, celui-ci. Il y a quand même 86% des dirigeants qui accordent plus d'importance à l'équilibre vie perso, vie pro. Ça, c'est quand même les effets Covid. Oui. En fait, ce que disent les dirigeants aujourd'hui, c'est qu'ils ont pris conscience de l'importance de s'occuper de leurs collaborateurs, de s'occuper du développement de leurs collaborateurs. Tant mieux, c'est une sacrée bonne nouvelle en réalité. C'est un effet Covid, ça veut dire que là, ils sont dans une prise de conscience qu'ils n'avaient pas il y a encore un an. Alors, il y avait je veux dire, les dirigeants ont toujours porté de l'attention à leurs collaborateurs, mais le fait de prendre du recul, déjà, eux-mêmes prendre du recul, eux ont pris conscience qu'ils avaient sans doute aussi pour eux-mêmes un problème d'équilibre vie privée et vie professionnelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils nous disent, plus que jamais, si on veut réengager les collaborateurs après une telle crise, il faut s'occuper d'eux. Et ça passe par, écoutez, d'abord, il faut les faire revenir au travail. Enfin, il faut les faire revenir sur le lieu de travail. Le travail ne s'est pas arrêté pendant cette période, heureusement. Mais il faut les faire revenir sur le lieu de travail, dans les bureaux en fait. Tiens, d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous nous dites, parce qu'il y a un grand débat sur le télétravail. Des milliers d'accords ont été signés d'hybridation, 3 jours, 2 jours. Vous avez quand même des chefs d'entreprise et des dirigeants qui vous disent qu'il faut les faire revenir sur leur lieu de travail. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Écoutez, la dimension informelle
du travail, finalement, au quotidien, le fait de pouvoir se passer des messages à la machine à café, dans les couloirs, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Alors, on a continué à travailler, évidemment, on a continué à travailler à distance, mais le lien social, c'est distendu. Et il faut absolument le retisser, ce lien social. Et ils nous disent, nous, on a besoin de reprendre de la proximité, de retrouver la proximité avec nos collaborateurs. Et ça passe par... il faut les retrouver pour les écouter. Il y a un besoin d'écoute énorme. À titre personnel, moi je suis dirigeant comme beaucoup qui ont été interviewés, et je me rends compte que c'est cette écoute qui a le plus manqué pendant cette période. Et l'écoute au téléphone ou à travers la visio, c'est pas la même. C'est quand même pas la même qualité. On est d'accord, on est d'accord. Voilà. Mais c'est une transition intéressante que vous faites sur les salariés, parce que là, les dirigeants, c'est vrai qu'ils sont dans un état d'esprit positif, et on le verra tout à l'heure dans le débat d'actualité, les chiffres sont bons, le PIB, le chômage qui baisse, il y a une dynamique. Et puis là, vous avez après interrogé les salariés. Les salariés ne voient pas tout à fait la bouteille aussi pleine. En effet. Bon, 60% d'entre eux disent être optimistes. C'est vrai. Donc il y a un décalage entre ce que disent les dirigeants et ce que disent les salariés. Si je compte bien, c'est un peu plus de 20 points. C'est un peu plus de 20 points, probablement parce que les salariés ne voient pas encore tous les progrès que les dirigeants ont pu apporter pendant cette période, tout ce qui a pu être fait. Donc il y a un vrai problème de communication aussi. C'est peut-être aussi ce que ça veut dire. C'est vrai. D'où l'intérêt de reprendre le lien. C'est le vrai débat qu'ont certains ministres et hommes politiques. Ils font des choses, mais on ne les voit pas. C'est vrai aussi pour un dirigeant. 47% de ces salariés interrogés. C'est très vrai pour les dirigeants. Et c'est très vrai. A besoin de communiquer sur tout ce qu'on fait. Communication, plus que jamais, maître mot. Ouais, faire et savoir dire. 47% des salariés estiment que les dirigeants ont privilégié des décisions en faveur de leurs intérêts financiers, les dividendes, plutôt qu'en faveur des collaborateurs qui, eux, sont à 53%. Précisons que 53% étant la majorité en faveur des collaborateurs, mais il y en a quand même 47% qui considèrent que les intérêts financiers ont primé sur l'humain. Alors, les salariés disent, vous en êtes plutôt bien sortis, parce que si vous regardez encore un peu plus précisément l'étude, vous verrez qu'à 71%, ils nous disent... Nos dirigeants, mon dirigeant a plutôt bien géré les choses. Situation. Mais c'est vrai que quand on va dans le détail, on s'aperçoit que on a, pas le salarié en question, ou les salariés pensent qu'on a mieux géré la partie économique que la partie sociale. Donc il y a de l'attente de la part des salariés aujourd'hui pour que ces bonnes intentions se traduisent dans les faits par des choses tangibles, des signes de reconnaissance forts. Justement, la reconnaissance, parlons-en, parce que qu'attendent les salariés de leurs dirigeants? Ça, c'est très très intéressant, parce qu'on est au cœur de l'actualité par leur position. 49%, augmentation des salaires. 34% de la reconnaissance de la part de leurs dirigeants, et 21% des perspectives d'évolution concrète, des encouragements, de la motivation. C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a un désir, pas d'amour, mais je pense qu'on peut le dire. Il y a une forme d'amour, de reconnaissance, de la confiance qu'on place en eux. C'est bien les mots, mais il faut passer des mots aux actes. Et en l'occurrence, oui, ça peut passer par des augmentations de salaire, mais on s'aperçoit qu'il y a bien d'autres moyens de réengager les collaborateurs. Même s'il y a quand même beaucoup d'attention portée sur le sujet des salaires en ce moment. C'est le sujet qui est dans l'actualité. Vous qui avez ce groupe et qui avez finalement une vision un peu panoramique, et d'ailleurs éclairée par cette étude, d'abord, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais 70% de ces chefs d'entreprise disent qu'en plus de ça, ils vont avoir besoin de s'appuyer sur des conseils. Oui, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Ça c'est une bonne nouvelle pour vous. Effectivement. Vous savez, ils se disent, je ne suis pas outillé pour pouvoir répondre à cela. Oui, ça c'est quand même un peu nouveau. Franchement, les 70% nous ont agréablement surpris, pour ne rien vous cacher. Et c'est plutôt bon de voir que les chefs d'entreprise se disent, finalement j'ai besoin d'aide. Cette crise m'a ouvert les yeux quelque part. J'ai besoin de m'appuyer sur mes collaborateurs, j'ai besoin de m'appuyer sur des experts à l'extérieur. Je ne peux pas gérer ma boîte seul. J'ai besoin d'être bien accompagné, mais j'ai besoin surtout d'avoir l'appui de mes collaborateurs. Donc il y a ce fameux besoin de réengagement des troupes.
aux côtés du dirigeant. Henri Vidal-Lang, pour conclure, le débat qui traverse le chef d'entreprise, le dirigeant aujourd'hui, c'est autour de ces questions de bien-être, de bienveillance, d'encouragement. C'est quoi? Il y a une forme, excusez-moi de le dire comme ça, mais un peu de cynisme de sa part en se disant, de toute façon, si je fais pas ça, je les perds. Oui, mais attendez, de toute façon... Sinon, je les perds. On ne reprendra pas le rythme si on n'est pas capable de réengager les collaborateurs. Donc de toute façon, il n'y a pas d'autre option. Il faut réengager le collectif au service de la performance de l'entreprise. Je pense que c'est le maître mot. Et on a tellement manqué de collectif, ça fait du bien de l'entendre. Je note tout de même quand même que les chefs d'entreprise souhaitent un retour sur le lieu de travail qui là aussi est très orthogonal à ce que souhaitent aujourd'hui les salariés. Là aussi, c'est compliqué, ça. Bah oui, c'est très compliqué. Et là, il y a des tensions. Et il faut l'organiser. Et nous sommes concernés chez Grant Alexander. On a d'ailleurs réorganisé nos locaux pour s'installer dans des locaux partagés, d'ailleurs, avec d'autres sociétés. On profite sur ce lieu de travail de services que nous n'avions pas jusque-là, avec un accueil particulièrement performant. Bref, comme beaucoup d'autres, on repense notre organisation du travail. Merci Henri Vidal-Lang, le groupe Grant Alexander, je ne l'ai pas précisé, mais qui est non seulement basé en France, dans les grandes villes de France, mais aussi en Europe, en Afrique aussi. En Afrique, on est à Abidjan depuis maintenant un peu plus d'1 an. Voilà, je le précise, sur plusieurs activités, notamment la chasse, le recrutement par approche directe, le management de transition, le leadership development et enfin l'accompagnement des transformations des organisations. Vous avez un peu de travail pour les mois qui viennent, non? Je me laisse dire, à travers cette étude, je me dis que vous avez un petit peu de travail. C'est plutôt une bonne nouvelle pour mon équipe et pour moi, mais on tâchera de répondre. Vous serez en tout cas au rendez-vous, j'en suis sûr. Merci Henri Vidal-Lang, président de Grant Alexander. Cette étude a été à découvrir sur votre site, évidemment, dans les détails, si vous voulez en savoir plus, puis sur le site OpinionWay, puisque c'est l'organisme de sondage qui a réalisé cette étude. Merci. On passe tout de suite au livre. Vous savez, c'est le livre de la semaine, comme chaque semaine, évidemment, le livre de Smart Job. On parle aujourd'hui du vivant. Vous allez me dire, mais quel est le rapport avec l'entreprise? Mais si, il y en a un. Vous allez voir, son auteur a fait un lien direct entre le monde du vivant et l'entreprise. On en parle avec elle. Le livre de Smart Job, le livre de la semaine, livre passionnant, le fruit d'un travail très approfondi, la stratégie du poulpe, 60 récits du vivant pour inspirer nos organisations. Vous voyez la couverture de ce livre, édité chez Erol. Emmanuel Joseph Dailly est notre invité. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Emmanuel. D'abord, je le disais, vous êtes anthropologue, et il est précisé que vous êtes anthropologue, puis vous êtes aussi directrice d'un lab de recherche et prospective chez Juliette Sterwen, pour citer la marque. Là, c'est l'anthropologue. C'est la passionnée d'anthropologie qui, le soir, après le travail, s'est dit « Je ne peux pas rompre comme ça avec cette activité que j'aime tant, et je vais écrire ce livre. » D'abord, le temps que vous avez passé pour écrire ce livre. Racontez-moi le travail que représente l'écriture de ce livre. Alors, ce livre, il naît d'un intérêt pour le vivant, de longue date, et il est la résultante d'une connaissance de l'entreprise d'une quinzaine d'années, de milliers d'heures de coaching, d'accompagnement des grosses organisations, et c'est le rapprochement des deux qui va en faire l'intérêt. Donc, évidemment, énormément de travail, des années de travail même. Ça naît comment ? Vous avez une étude, on parle beaucoup de biomimétisme, des études, des reportages ont été faits, mais il n'est pas question dans ce livre de cette notion de biomimétisme, c'est-à-dire le concorde s'inspirant de la pointe d'un oiseau, le velcro s'inspirant des plantes. C'est pas ça votre livre, c'est pas ça. C'est vraiment l'idée de l'inspiration. Et j'ai fait un point d'honneur à ne pas utiliser le mot de biomimétisme, parce que l'idée, c'est pas de la transposition mimétique, c'est vraiment s'abreuver, changer de lunettes, changer de cadre. Donc d'où ça vient? C'est venu dans une forêt où j'ai eu cette première perception qu'il y avait quelque chose à faire pour relier ces deux univers. Dans cette forêt, vous trouvez des résonances entre ces arbres qui interagissent, la biodiversité, les champignons, avec le monde de l'entreprise. C'est cela la passerelle que vous faites. Sur le coup, c'était très intuitif, très sensoriel. Mais je fais cette passerelle-là, justement, sur ce côté sensoriel, sur aussi le fait que dans l'entreprise, on oublie beaucoup d'utiliser nos sens, on les utilise beaucoup moins qu'avant. On les perd. Très peu, on les perd. Que les sens nous donnent énormément d'informations sur la prise de décision, sur l'intuition, dont on a énormément besoin aujourd'hui. Donc tout ça vient de manière itérative. Donc vous nous dites, Emmanuel, et on va rentrer sur quelques exemples, parce que je ne veux pas non plus spoiler votre livre, mais 60 récits, c'est à travers des animaux, du vivant.
qui ensuite vous créez des situations réelles et vous les transposez ensuite à la réalité de ces êtres vivants. Et c'est passionnant de voir les résonances, ou en tout cas les exemples qu'on peut tirer du vivant. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'on doit se transformer, nous les êtres humains, en des arbres, on doit être beaucoup plus résilients. C'est quoi la philosophie? Alors l'idée, ça partait du constat que le biomimétisme, pour le coup là, mimétisme, inspire déjà énormément. La colle des moules va inspirer des chirurgies cardiovasculaires parce que cette colle, elle est comestible, donc c'est rare d'avoir une colle comestible. Les pattes du gecko, vous en avez cité, voilà, sur les feuilles de la bardane. Donc tout ça, d'un point de vue technologique et produit, ça inspire déjà énormément. Mais je me suis questionnée sur le fait que d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue personnel, on n'arrivait pas à s'inspirer du vivant parce que trop éloigné de nous apparemment, ou difficulté de transposition. Et pourtant, quand on réfléchit, quand on creuse, quand on cherche, on voit qu'il y a des centaines d'exemples qui pourraient nous mener à réfléchir et à agir différemment. Alors avant de vous parler du rat et du regret, parce qu'il y a des sentiments qui nous traversent et que vous transposez ensuite à des animaux, en l'occurrence le rat, dont les hommes font une phobie, dites-vous, la stratégie du poulpe, c'est quoi la stratégie du poulpe? Il a une stratégie, le poulpe? Alors, l'idée du poulpe, c'est que c'est un animal fascinant. Hein. Il a gagné l'Oscar à Hollywood, mais aussi les paris de football. Mais au-delà de ça, il a ce côté très rusé, très malin, extrêmement précis, adaptable. Il se régénère. On peut lui couper un tentacule, il va repousser. Il peut être bipède. Il peut sortir de l'eau sur deux de ses tentacules. Il a un aspect très décentralisé parce qu'il a 3 cœurs et puis un cerveau unique, mais aussi des millions de capteurs dans ses tentacules. Donc on a longtemps parlé de 9 cerveaux pour le poulpe. Et c'est cette idée que par son agilité, par sa capacité à la fois à lâcher prise, à être astucieux, à pouvoir se transformer en pierre, en un autre animal, à pouvoir aussi observer de son œuf. C'est-à-dire que c'est un des seuls animaux qui devient orphelin à la naissance parce que sa mère meurt une fois que les œufs vont éclore et lui observe de la cellule des parois de son œuf pour capter les informations parce que la nature déjà est faite à l'intérieur de l'œuf avant même de naître. Vous allez me dire, un bébé, on a découvert aussi que le bébé dans le ventre de sa mère captait énormément d'informations avant même qu'il respire. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Il y a un lien assez fort entre le bébé dans le ventre de sa mère et l'œuf et le poulpe. Bien, on capte dès le départ in utero énormément de perceptions d'émotions, mais le poulpe, la nature est faite de telle manière que comme il va être orphelin, il n'a pas cette transmission intergénérationnelle, donc il va observer pour apprendre. Quelques mots sur le rat, et puis ensuite j'aimerais comprendre en quoi ce livre, quand on l'aura lu, parce que c'est un travail extrêmement documenté, riche, en quoi ce livre peut aider un dirigeant d'entreprise ou quelqu'un qui est dans l'entreprise à peut-être regarder autrement sa façon de travailler. Mais le rat, vous évoquez, alors là je suis tombé sur le baleineau, mais j'étais sur le rat, capitaliser sur l'émotion négative, la notion de regret. Vous situez notre problème lorsque nous sommes traversés par le regret, on s'est trompé, on a pris le mauvais chemin, et vous dites le rat, lui, il fait pas pareil. L'idée de l'être humain, c'est que déjà on différencie ce qu'on va appeler les émotions négatives et les émotions positives, alors que finalement l'émotion, elle ne se contrôle pas. J'ai écrit un livre précédemment sur les neurosciences, donc elle arrive à notre cerveau en 3/10 de seconde, très rapidement, on ne peut rien y faire. Et on perçoit certaines émotions comme négatives, alors qu'en fait l'émotion ne vient que nous apporter un message. Et les émotions dites négatives, on a beaucoup de mal en entreprise à capitaliser dessus. On parle peu des regrets à ses collègues, parfois on en parle à un collègue, mais pas à tout le monde. Donc on n'a pas de transmission collective des choses pour lesquelles on aurait fait un choix différent. Et le rat, il a ça de fabuleux, c'est que quand il fait une erreur, il y repense, voire il la transmet. Donc il y a une transmission. S'il mange par exemple une nourriture désagréable, il ne va jamais 2 fois faire la même erreur. Et il va même capitaliser avec ses congénères. C'est-à-dire qu'en fait, on transmet l'idée qu'il ne faut pas aller à cet endroit, qu'il ne faut pas boire cette eau. Donc on transmet ce que l'homme ne fait pas. L'homme est muré. En quoi, Emmanuel Joseph Dailly, ce livre, à la fois il est essentiel pour vous, il représente 2 ans de travail, mais en quoi il est utile pour nous, les êtres humains, ceux qui déforestons, polluons la mer, dégradons la planète? C'est un livre sur le vivant, sur la nature. Regardez et observez, c'est ça que vous nous dites aussi. Regardons, observons, changeons de paradigme, mettons d'autres lunettes, regardons des modèles qui depuis des milliards d'années fonctionnent, des modèles avec une temporalité différente aussi, qui ont su perdurer à travers la planète parce que l'évolution darwinienne est sans appel, c'est-à-dire que ce qui n'évolue pas va disparaître.
Aujourd'hui, 99% des espèces ont disparu de la surface de la Terre. C'est vrai. Et c'est l'idée aussi de repenser d'autres modèles de performance, d'autres modèles de réussite, et de voir ce qui fonctionne dans le vivant et ce qu'on pourrait non pas copier, mais penser différemment en lien avec la nature dont on fait partie. Un mot qui a été très utilisé et qui est toujours d'ailleurs beaucoup utilisé pour les hommes, la résilience. C'est un mot aussi qui est très fort dans le vivant. Je pense aux arbres, par exemple, lorsqu'un incendie les dévaste, on découvre en fait qu'ils ne sont pas morts. Il y a des mécanismes... Calcinés mais pas morts. Oui, et il y a des mécanismes de résilience absolument formidables tout au long du vivant, avec des principes qui, pour le coup, pourraient être copiés par le monde des organisations, notamment sur la modularité, cette idée des portes coupe-feu, pour que tout le monde ne brûle pas en même temps ou que des virus n'infectent pas un système entier de la même façon. Des idées de diversité, le vivant a cette approche de la diversité qui lui permet d'être toujours présent pour faire face aux chocs. Et ça fait partie des inspirations que le monde de l'entreprise pourrait reprendre. Parmi dans le panthéon de vos récits, puisque ce sont des animaux que l'on découvre à travers des situations de vie humaine, le poulpe, vous l'avez placé en titre parce que la description que vous en avez faite me fait plus regarder un poulpe de la même manière, pour être très honnête. C'est l'animal le plus incroyable que vous avez rencontré dans vos récits, ou il y en a d'autres ? Il y en a d'autres absolument formidables. Chaque animal a une place juste dans l'écosystème. Il y a des animaux qu'on appelle des espèces clés pour l'écosystème, qui sont moins fascinants ou moins médiatisés que le poulpe, mais celui-là a un côté très séduisant et séducteur aussi. Le poulpe, un animal qui séduit aussi et qui cherche à charmer les autres espèces. Ah, écoutez, le poulpe cherche à séduire. J'ai envie de rester sur ce mot de la fin. Je vais m'y pencher sur ce poulpe. Quand je regarderai un poulpe, je ne le regarderai plus de la même manière. Merci d'être venu sur notre plateau pour ce livre riche, qui est le prolongement de vos travaux d'anthropologue. Vous êtes d'accord avec ça ? Absolument. Il y avait cette volonté de prolonger et de continuer finalement à chercher, parce que c'est un livre de chercheuse aussi. Et on ne cesse jamais d'être anthropologue ou d'être chercheur ou chercheuse. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau, Emmanuel-Joseph Dailly. La stratégie du poulpe, édition Erol, 60 récits du vivant pour inspirer nos organisations, collaboration, innovation et le fameux mot résilience. Merci d'être venu. On fait une courte pause et on se retrouve juste après pour notre débat d'actualité. On va revenir sur du très concret, de la macroéconomie, les chiffres du chômage, l'augmentation des salaires dans la restauration et la réforme de l'assurance chômage. Voilà le programme. C'est juste après avec mes invités. Le cercle RH et le débat d'actualité, comme chaque semaine. Alors, au programme aujourd'hui, la baisse du chômage, des chiffres sont passés sous la barre de 8%. Des chiffres du PIB, on va les commenter. L'économie en repart. On va en parler avec mes invités. La restauration qui se creuse la tête pour évidemment essayer de garder à la fois ses employés et puis de pouvoir répondre à la pénurie d'emplois, hausse des salaires. On évoque un 13e mois, de l'intéressement. Bref, c'est un secteur qui est en train de réfléchir à une question importante qui est le pouvoir d'achat en priorité, qui est un sujet d'ailleurs dans l'actualité. Puis troisième volet, j'espère qu'on aura le temps d'en parler, la réforme de l'assurance chômage. Ça a provoqué quelques manifestations dans les grandes villes de France. Quel est l'esprit de cette réforme qui rentre en vigueur et est-ce qu'elle va permettre de résorber le chômage ? C'est toute la question. Est-ce que c'est une réforme exclusivement comptable, financière, ou est-ce qu'elle a une stratégie évidemment de résorption du chômage ? On en parle avec Marine Balançard qui nous a rejoint, directrice générale du cabinet de formation de conseil Ariséal. Bonjour Marine. Et un dernier article d'ailleurs à lire dans l'Express que vous avez signé. Tout à fait, sur le blues des managers. Exactement, en expliquant par ailleurs que le télétravail était rentré dans les mœurs et que ça provoquait évidemment le blues des managers. C'est surtout le travail hybride, c'est-à-dire la moitié à la maison, la moitié au bureau. Et ça flou où ils habitent ces managers ? Les managers sont crevés. Crevés. Bon, il faut qu'ils prennent quelques jours de vacances. Mais là, il va falloir attendre parce que c'est décembre. C'est décembre. Ouais. Ah, c'est décembre pour vous. Il y a aussi les vacances de la Toussaint. Christine Duroux, merci d'être avec nous. Vous êtes associée senior chez Kea Partners et vice-présidente d'entreprise et progrès. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et Jean-Claude Bonjour, avocat international en droit des affaires, vice-président de France-Amérique. Bonsoir. Merci à vous trois. Commençons par le chômage. Ce chiffre intéressant puisque on est entré dans une campagne présidentielle. 7,6% de demandeurs d'emploi. Le chômage baisse. On passe sous la barre des 8%. Et le PIB qui est annoncé est bien un PIB très positif, toujours à plus de 6%. Votre réaction d'abord, l'économie repart, ça y est, c'est l'embellie. Le Covid est loin derrière. Loin derrière, je ne sais pas, parce que le pass sanitaire là, va quand même entrer vraiment en application, parce que les tests vont devenir payants. Donc là, on n'a pas encore senti les effets vraiment. Tout était gratuit, les gens pouvaient
s'arranger pour tous avoir un pass. Sur les chiffres de chômage, c'est une très bonne nouvelle puisque 7,6%, c'est... 2008, les derniers chiffres. Exactement. Mais par contre, la moyenne européenne est à 6,5%. Donc on est quand même largement au-dessus. Et l'Allemagne est à la moitié de ce chiffre. Donc on est quand même dans les mauvais élèves de l'Europe. Bonne nouvelle pour les France. Mais on peut se réjouir pour la France, ce qui n'est peut-être pas le bon étalon. Quand on ouvre les fenêtres, effectivement, et qu'on se compare, c'est vrai que c'est effectivement moins bon que les Allemands. Quand on se compare, c'est moins bon que la moyenne de l'Europe. Christine Duroux, quand même un élément, parce qu'on était sur ce plateau de Smart Job il y a 6 mois pour faire des débats, vous étiez là assez régulièrement, et c'était le cataclysme qui était prévu. Les médias annonçaient un mur de la dette, des faillites, des dépôts de bilan. On nous annonçait une rentrée terrible. Objectivement, si on suit les chiffres, on est dans une embellie économique comme jamais vu. Enfin, 2008, c'est-à-dire c'est l'avant-crise de 2008, les chiffres du chômage, là. Oui, alors ce qui est curieux avec cette reprise, c'est que c'est une forme de rebond et elle est principalement conduite par l'investissement des entreprises. Et d'ailleurs, pour le coup, nous, on le voit aussi bien chez Entreprises et Progrès que Kea, les projets, on relance des projets. Ce qui avait été complètement gelé pendant un mois et demi, donc moi j'en suis fort heureuse, un an et demi, j'en suis fort heureuse, mais c'est principalement ça. En revanche, côté consommation, c'est quand même pas ça. Donc je ne sais pas dans quelle mesure ce rebond va effectivement tenir. Intéressant, vous dites rebond. Moi je parle de reprise, mais vous êtes sur le rebond. Le rebond, il y a quelque chose de plus temporaire. J'ai employé à dessein. Oui, c'est pour ça que je vous reprends sur ce mot. Oui. Ce mot-là, vous le portez. Vous dites le rebond, c'est quelque chose d'assez temporaire. Attention, la chute peut quand même avoir lieu, ou la descente. Ou en tout cas une descente, ou en tout cas un plateau. L'économie a été gelée pendant 1 an et demi. Donc mécaniquement, on remonte. Mécaniquement, les entreprises avaient des dossiers de projets à lancer. Mécaniquement, elles avaient des entreprises. Mécaniquement, il y avait des piles et des piles de projets qu'on déployait. Donc, un embouteillage, ça repart. Je pense qu'il va falloir attendre quelques mois pour savoir si cette reprise est effectivement solide et structurée. Rebond ou reprise ? Le président de la République avait dit que nous étions en guerre. Vous savez que chaque fois qu'il y a une guerre, après, lorsque la guerre s'arrête, le conflit s'arrête, les choses reprennent. Donc cela, c'est et fortement d'ailleurs. Fortement, ça, c'est un phénomène complètement normal. Je crois qu'il y a deux éléments sur lesquels nous devons absolument être attentifs. C'est tout d'abord comment préparer correctement la suite, parce que là encore, pourquoi est-ce que nous étions enfermés à cause d'une crise sanitaire, et on peut toujours avoir un retour de crise sanitaire. Donc il faut s'organiser pour pouvoir anticiper d'éventuelles crises sanitaires ou autres. La première chose, et pour ne pas replonger, première chose. La deuxième chose, même si nous sommes en dessous d'un certain nombre de chiffres européens, voire par rapport aux Américains qui sont repartis beaucoup plus vite, pour moi, ce qui est important, c'est que nous repartions et qu'effectivement qu'on puisse faire bénéficier de cette reprise à l'ensemble de la population, toutes les couches de la population, petites et grandes entreprises, les salariés les plus modestes comme les salariés les plus confortables. C'était le ruissellement qu'avait utilisé Emmanuel Macron. Ça ne ruisselle pas assez pour vous. Absolument. C'est là où nous devons être attentifs, parce que vous savez, quand nous disons oui, 6%, c'est très bien, l'économie repart. C'est de la macro, ça. Il faut faire attention, parce que, et on en reparlera sur la question des restaurants, mais il faut faire attention parce qu'il y a derrière des hommes et des femmes qui ne vivent pas nécessairement cette réalité. Donc il faut faire en sorte que cette réalité macro, eh bien qu'elle trouve elle se concrétise. Dans la sociologie, c'est même plus de la microéconomie, c'est dans la sociologie humaine. Absolument. Marine Balançard, un mot sur cette question justement de cette espèce de sentiment d'une reprise économique ou d'un rebond économique qui est plutôt prospère et dynamique pour l'entreprise, et une partie des Français qui disent écoutez, moi j'ai le gaz qui a pris 20%, j'ai l'essence qui a pris tant, mon salaire n'a pas augmenté, je suis en situation de tension. Bref, une sorte de France coupée en deux. Tout à fait, on le voyait dans votre plateau précédent, les Français attendent des augmentations de salaire, ça n'a pas eu lieu pendant la crise du Covid, évidemment. C'est vrai. On en parlera pour la restauration. Mais tous les Français d'ailleurs dans l'étude, c'était tous pas... Tous les Français, la reconnaissance des augmentations de salaire. Mais il y a un troisième point que je voudrais rajouter, c'est que le point d'attention, c'est aussi la dette publique, c'est-à-dire que on a maintenu notre outil de production, on a maintenu les gens au travail, mais on a une dette publique qui a explosé. On a rejoint Chypre, le Portugal, la Grèce, l'Espagne, l'Italie. Le président Macron, le maire n'en parle pas. Il y a qu'Édouard Philippe, vous avez vu dans le challenge, qui dit attention, la dette va devenir très 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 dangereuse. Mais on est très vulnérable. En gros, la cigale l'a chanté pendant tout le Covid. On a dépensé comme... Mais on nous dit sur ce plateau, des experts,
qui disent on va la faire rouler, cette dette. Tout va bien, on la fait moi, rouler. je ne sais pas ce que c'est que faire rouler. Je préfère Non, moi, je suis très pragmatique. Je me dis, quand on a des dépenses ou quand on a des dettes, un jour ou l'autre, il faut les payer sous une forme ou sous une autre. Alors, on peut habiller, on peut faire des montages, mais je me dis que nous aurons à la payer au moins en partie. Donc ça, c'est une réalité, ce qui veut dire qu'il nous faut faire suffisamment de croissance, il nous faut réformer notre pays de manière suffisante pour que on puisse amortir le remboursement de cette dette. Et puis si les taux d'intérêt augmentent, je ne sais pas comment on se refinance. Alors, la BCE dit qu'elle va pas quel augmenter, que les taux vont rester à peu près, mais on n'en sait rien. C'est vrai que c'est compliqué. Vous en pensez quoi sur ce climat social? Parce que, je le redis, les entreprises, ça y est, elles lancent les projets, on cherche à trouver des salariés qu'on ne trouve pas dans la tech, dans le service, dans le marketing, bref. Et puis en même temps, il y a une partie des Français qui disent « mais moi, je m'en sors pas, en fait. Moi, je ne m'y retrouve pas dans le panorama que vous me décrivez là. » Je voulais reprendre d'ailleurs ce que mentionnait Jean-Claude sur l'énorme différence de ressenti, de vécu. Et en fait, juste citer une anecdote. La semaine dernière, chez Entreprises et Progrès, on travaille sur la notion d'impact. Tout c'est que l'impact d'une entreprise, etc. et l'impact sociétal. Et on recevait le DG de WeCare, qui est une plateforme qui agrège les services à la personne. Et pour le coup, lui, alertait effectivement énormément sur la difficulté à recruter, à garder, à motiver dans tous les personnels dont on a énormément besoin, les EHPAD, les crèches, etc. Demander à tout, en ce moment, il y a plein de fusions dans les crèches, si vous avez suivi. D'accord ? Donc c'est très très bien. Il y a des fusions, c'est plutôt glamour, c'est un secteur qui augmente, etc. Derrière, il y a un mal à recruter, un vécu qui est effectivement assez difficile. De la même façon, il y a des fractures Les salaires sont bas, hein, les salaires Christine. sont bas. Voilà. En crèche, c'est bas. De la même façon, fracture territoriale. Aujourd'hui, dans les endroits où il y a besoin de prendre une voiture, dans les endroits où il y a une maison individuelle, forcément, le ressenti du pouvoir d'achat n'est pas le même. Donc effectivement, entreprise, investissement, nos métiers, on va se dire, ça va. C'est ça. Je suis d'accord. Et puis C'est bien de le dire, parce que nous, ça va, mais il y a des secteurs et des situations sociales qui sont tendues. Puis il ne faut pas oublier que ça peut aller pour certains individus beaucoup moins pour d'autres. Moi, je vois que dans nos cabinets où nous avons des départements droit du travail, et on voit bien que certaines entreprises licencient, d'autres recrutent, mais allez dire à quelqu'un qui est licencié parce que regarde les chiffres du chômage, on est en transition, etc. Regarde les chiffres du chômage, il dit ah oui, tu es sympathique, mais à la fin du mois, après mon préavis, j'ai plus d'emploi. Donc ça, c'est une réalité, et donc il nous faut accompagner, y compris probablement éduquer nos entreprises à préparer le personnel, qu'on puisse effectivement transiter d'un poste à un autre pour qu'effectivement ces ruptures de charges soient moins lourdes, parce qu'individuellement, c'est très, très brutal. La notion d'employabilité. Tournons cette page du chômage, mais vous allez voir, elle est, finalement, tout ça se tient sur la question de la pénurie d'emploi. C'est un vrai sujet. Alors, on annonce 250 000 postes manquants dans la restauration, c'est ce qu'annonce l'UMI. Et là, cette semaine, vous l'avez vu, cette organisation professionnelle a annoncé une augmentation de 9%, avec une réflexion autour d'un possible 13e mois, de l'intéressement. Est-ce que là, je la pose abruptement la question, est-ce que ce n'est pas les salariés qui ont pris le pouvoir là, sur un secteur qui auparavant, effectivement, faisait un peu la pluie et le beau temps, ne donnait pas les dimanches payés doubles, faisait travailler les gens très tard le soir. Et là, aujourd'hui, avec ce Covid, j'ai le sentiment que les salariés disent on n'y va plus, Marine Balançard. En fait, les salariés se sont reconvertis pendant la crise. Le secteur était sinistré, donc ils sont partis, ils sont reconvertis, et ils n'ont pas du tout envie de revenir dans du travail qu'on ne peut pas télétravailler par définition. Oui, il faut tenir le plateau. Et où on travaille à l'heure du déjeuner, le soir et le week-end, parce que c'est ça les restaurants. Voilà. Ce sont les horaires incompatibles avec une vie de famille. Donc de toute façon, la pénurie avait été déjà là avant le Covid. Donc c'est le bon choix quand même de dire, là, d'envoyer un signal de plus 9. Donc on reviendra sur le plus 9. Là, sur le syndicat qui a parlé de ça, c'est une suggestion. Il n'engage que lui. J'ai parlé à un autre syndicat qui n'est pas du tout d'accord. Et le sujet, c'est pas vraiment... Oui, c'est pas vraiment l'augmentation de salaire ou le 13e mois. C'est pas ça qui va faire venir les gens. Bien sûr. Il y a un vrai sujet. Ça ne va pas venir les gens quand vous dites un salarié... ça ne sera pas suffisant. Vous savez, nous parlons, les téléspectateurs le savent, nous voyons à Paris, mais la vie ne se résume pas à Paris. Je confirme. Quand vous êtes en région et que vous devez faire
20, 30 km pour aller au travail, que votre service dure 3 heures. La pénibilité du travail dans le secteur est beaucoup Sans plus pouvoir que la revenir rémunération. chez soi, faut le dire. Sans Bah, bien pouvoir sûr. revenir chez soi. Quand je parle de 25, 30 ou 40 km où on vous dit, bon, On revient pas. entre la fin du service à 15 heures et la reprise à 18 heures, il y a 3 heures, vous faites quoi? Vous faites 50 km. Moi, je connais des gens qui dorment dans leur voiture, qui font une petite Exact. sieste dans leur voiture. Ça vous abîme un individu, homme ou femme, outre le fait qu'effectivement, pour la vie de famille, c'est pas génial. Reconnaissez que c'est insoluble pour le restaurateur parce qu'il soit il met en place Alors, deux services j'ai et autre auquel chose. cas il a double C'est- salaire, c'est enfin, là c'est où- compliqué. Et c'est là où il y a effectivement un problème qui se pose pour nous tous, concitoyens français. Peut-être qu'il va falloir que nous apprenions à payer certains services plus chers, Oui. parce qu'effectivement... Mais Jean-Claude je- Beaujour, au même moment, les salariés disent mon pouvoir d'achat il baisse. Non, non, L'inflation est à 2,1. Oui, Enfin, mais, oui, mais ça- attendez, moi je suis pour une chose, c'est qu'il n'y a pas de mauvais débat, on débat, après on arrête la moins mauvaise ou la meilleure solution. peu c'est vrai. importe. Mais je vous dis, le restaurateur vous dit quoi? Et peut-être qu'il faut voir, faut fouiller, il vous dit, moi je ne peux pas payer plus, je ne peux pas faire plus. Ce qui veut dire qu'il faudrait, pour qu'il puisse payer plus, qu'on augmente le prix de l'andouillette Le frites. restaurateur, il est déjà sinistré. Donc, donc voyez- si un salarié lui demande plus 10% ou plus 9%. Donc- non, c'est pas. Et en plus, Moi, c'est- il y a quelque chose qui m'étonne sur Alors, il y a peut-être d'autres pistes. Christine Duroux, allez-y. Pardon. Il y a quelque chose qui m'étonne beaucoup dans ce secteur. Et là, je discutais pour le coup il n'y a pas si longtemps avec quelqu'un qui a une chaîne de restauration de taille relativement modeste, mais quand même. C'est qu'au-delà, effectivement, du salaire, de la pénibilité, du fait, effectivement, qu'ils se sont reconvertis, il y a un changement du métier pour beaucoup, du fait qu'on commande, on livre, que pour beaucoup aujourd'hui, Bien sûr. être en salle, c'est aussi faire les sacs derrière, que la classique dichotomie entre je suis France, je sers, je fais... Le métier s'est transformé. Le métier se transforme complètement. Donc en fait, derrière aussi la question de la pénibilité, de la rémunération, il y a pourquoi je fais ça. Exact. Le sens, ouais. Oui. Ce que je vais Ouais, faire ouais. et le sens. Cela étant dit, ce n'est Ouais. pas spécifique au métier de la restauration. Je veux dire, avec la digitalisation. Mais d'ailleurs, c'est avec très lié à la tout- digite tout- aussi, hein, c'est ça. Tout est profondément modifié. Et peut-être que c'est là où il faut qu'ensemble, nous disions qu'au fond, nous continuerons à vivre des transitions en permanence. Et ça, c'est le phénomène de résilience. Dans votre métier aussi, la digitalisation. Il y aura un robot un jour ici, Jean-Claude Beaujour. Voilà. Donc, tout cela emmène une logique qui est forcément différente avec le temps. Je ne voulais pas vous emmener doucement, mais sûrement vers le débat, parce que l'UMI a non seulement évoqué les 9% en disant je ne peux pas faire plus, mais il a rajouté, ça ne nous a pas échappé, nous pourrions faire plus si nous avions des exonérations de charges patronales, et nous voilà replongés dans un vieux débat, mais passionnant, des charges patronales. Je voudrais savoir ce que vous en pensez, parce que ce débat, en fait, il a suscité plusieurs polémiques depuis 20, 30 ans. Plus personne ne le réouvre. Est-ce qu'on doit réouvrir cette question de ce que coûte un salarié et de cette question des charges? Est-ce que c'est nécessaire, utile et profitable pour les salariés? Ou est-ce qu'on laisse le couvercle avec le cadenas dessus? Je ne sais sincèrement pas si ce débat est aujourd'hui audible. Aujourd'hui, là, maintenant. Voilà. Et pourtant, il est lancé par l'UMI. Hein, Il est lancé, je ne sais pas s'il est audible, compte tenu des questions de pouvoir d'achat, compte tenu du fait que partout on voit que finalement, grâce ou à cause d'eux, tout ce qui a été fait pendant cette période, les entreprises s'en sont pas si mal sorties. Ben oui, parce que sous perfusion d'argent public. Donc je ne sais pas si c'est judicieux. Bon, alors, Pas sur le fond. ok. Au-delà- Jean-Claude mais sur- Beaujour, au- parce que moi je sur suis le fond, désolé, le patron sur il dit le je peux fond, pas. sur le fond. 53% de charge. Alors, sur le fond, et vous savez très bien que je fais la guerre aux charges sur Mais oui. les salaires en général et pas seulement sur les petits salaires. Parce que le problème C'est exact. des charges qui sont considérablement réduites sur les petits salaires, Le ça fait SMIC. qu'on bloque les gens aux petits salaires. Ça fait des poches. Et donc, c'est la trappe au bas salaire. Ce qu'il faudrait, c'est essayer de revaloriser, d'inciter à avoir des salaires beaucoup plus élevés, donc jouer sur les salaires médians pour augmenter, pour travailler là-dessus sur le pouvoir d'achat. Donc, il ne faut pas simplement voir les petits salaires, mais C'est vrai. voir C'est ce les qu'évoque salaires l'UMI, d'ailleurs, dans- hein, vous l'avez dans- remarqué, dans hein. leur intégralité. Et puis par ailleurs, n'oublions pas que les charges qui sont payées, que ce soit les charges salariales que les charges patronales, elles sont payées parce que, globalement, pour que tout le monde comprenne, les impôts, la fiscalité est lourde d'une manière générale. L'une des plus lourdes en Europe. L'une des plus lourdes. Donc, le vrai sujet... Et dans le monde même, Le d'ailleurs. vrai sujet, il faut qu'on incite, parce qu'on a bien dit, vous voyez, depuis le début de l'émission, il y a de l'emploi, il y a des emplois qui ne sont pas pourvus, en même temps, on paye des gens qui sont au chômage. Ce qui veut dire que Ce nous qui ne nous parvenons amènera pas- à l'assurance chômage, qui vous remarquez. nous ne parvenons pas à faire se rencontrer l'offre
et la demande. Exact. Et ça, c'est un vrai sujet dans notre pays. Donc, on paye des gens au chômage et dans le même temps, on ne peut pas satisfaire les emplois. Moralité de l'histoire, c'est qu'on paye des charges, des impôts beaucoup plus importantes parce qu'il faut financer tout cela. Marine Balançard, on le réouvre ou pas? Est-ce qu'il y a de l'impudeur? Est-ce que c'est pas le moment? L'UMI dit, moi je pourrais te donner plus, à condition évidemment que je n'ai pas à verser 53% d'URSSAF et de cotisations diverses et variées. C'est un peu hypocrite parce qu'en fait, il y a une grille des salaires dans la restauration et les restaurateurs vous disent qu'ils payent déjà au-dessus de la grille. C'est vrai, c'est ce qu'on entend. Voilà. Et on a tous remarqué que dans les restaurants, les bars, tout a augmenté. Ça coûte de plus en plus cher. Donc, in fine, c'est nous qui payons. Malgré la baisse de la TVA, vous vous rappelez, parce qu'il y a Oui, aussi cette mais- histoire de baisse de TVA chez les restaurateurs Il devait et qui devait normalement se voir sur la carte. Voilà. Et moi je ne l'ai pas vu. Donc là, on l'a pas toujours vu, 18 et euros. c'est cher, voilà. Le croque-monsieur salade, c'est 18 euros dans Paris. Hein. Donc Marine Balançard, Et donc les solutions. ils font des efforts, ils en font pas assez des efforts les restaurateurs Si, mais ils sont obligés de payer plus que ce qu'ils pourraient payer pour essayer de garder leurs salariés. Pour garder les salariés. Et la solution les solutions évoquées, c'est de recruter beaucoup plus de jeunes. Il y a traditionnellement beaucoup de jeunes étudiants qui font Et mais ce attention. métier de... Oui, mais attention, il ne faudrait pas aussi que ça pénalise à moyen terme notre pays, parce que recruter des jeunes que l'on paye mal, ce sont des jeunes qui parfois ils sont pas mal payés, n'étudient on pas, non, mais qui n'étudient pas correctement. Nous, Et c'est des échecs c'est des universitaires. échecs universitaires derrière. Bah bon. Nous, on a besoin de On a tous jeunes. fait des petits boulots aussi, non? Je sais Non, mais pas. là-dessus, Oui, c'est le petit boulot. les premiers, oui, mais Il y le a, petit boulot, oui, vous savez que la première source d'échec à l'université, Oui, c'est le fait d'avoir un emploi. C'est le fait d'avoir un C'est vrai, emploi. c'est vrai. C'est là où Mais il faut y trouver une solution. C'est clair, mais je partage. votre Marine avis, Balançard, hein. terminé, on va parler d'assurance chômage. C'est très cohérent avec la suite. Voilà, je donc il y a partage. les étudiants, il y a l'apprentissage pour les jeunes dans la restauration, tous ceux qui ne supportent pas l'école, qui sont incompatibles avec l'école. Il y a énormément de travail, donc il y a par l'apprentissage et il y a des formations au sein de même des hôtels-restaurants. Donc il y a Ça pourrait durer. Pour conclure, l'UMI dit quand même qu'il reconnaît que dans la profession, alors c'est un peu classique pour une fédération professionnelle, il y a des mauvais élèves qui jouent pas le jeu et qui globalement, et on l'avait dans l'étude Alexander Grant, qui disait les patrons pensent plutôt à leurs dividendes et à l'argent que au fait de partager les richesses. Voilà, Dans la restauration. Non mais je sais pas, j'essaie de comprendre Voilà, pourquoi. Parce que justement, il semble que beaucoup de gens se reconvertissent pour aller vers la restauration, des cadres qu'on en marre. C'est vrai, de ça, c'est vrai. travailler dans l'informatique. Ouais. Ils ouvrent leur resto. C'est bien. Mes 40 projets, ans, d'ailleurs. Voilà, se forment. Et Jean-Claude Beaujour à ce justement, projet. Hein. Parce qu'ils cherchent du sens dans leur travail Bon, et quelque chose de qui a du sens, du concret. Et voilà. Et moi, pour connaître un petit peu ce milieu, les patrons aiment beaucoup leurs salariés. Il y a Oui, vraiment oui, je pense que oui. Une c'est petite très famille. familial, oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a Oui. beaucoup de Dernier mot, Christine Duroux, parce que je parlais assurance chômage avant de parler du restaurant de Jean-Claude Beaujour. Non, je disais, et d'ailleurs, et ça, de première main, j'en suis témoin, ceux qui sont restés aujourd'hui, les employés qui reviennent dans les restaurants, etc., c'est ceux, entre guillemets, qui ont une bonne patronne ou un bon patron. C'est ça. Et ça, pour le coup, Ouais. ça reste, ça a toujours été. Ouais, l'ambiance. Je m'y sens bien. Management. Le métier est dur. L'accompagnement, Le respect, la considération. Mais aussi le salaire. Et le sens. Évidemment. Voilà. Et les conditions de travail, parce qu'il y a quand même un débat évidemment sur. Et l'UMI, pour clore, dit que serait prêt à faire un week-end sur 3 off, comme on dit, pour libérer les salariés. Oui. Mais l'UMI s'est lancé tout seul, apparemment. Oui, j'entends, Il ne représente pas du tout le consensus Ouais. qu'aurait émis. Le débat n'est pas clos. Marine Non, Balançard et- laisse la porte grande ouverte sur ce Il y a sujet. eu un Moi, je pensais détenir la vérité. démarrage un peu Oui, mais enfin, qui a été très médiatisé, c'est pour ça que l'on parle. L'assurance chômage, Oui. la réforme. contesté, voilà. Un mot, c'est pour être en règle avec Bruxelles, parce qu'on entend souvent sur ces grandes réformes structurelles, on dit mais c'est pour être en règle avec Bruxelles. Vous la regardez comment cette réforme? Parce que c'est vrai qu'elle est moins avantageuse pour les salariés, l'accès aux droits est plus complexe, il faudra travailler plus, et l'idée c'est de réduire les CDD pour faire des contrats plus longs. Vous la soutenez cette réforme? Elle va dans l'esprit, dans sa philosophie? Moi, je la vois comme une réforme politique qui est contestée par 4 syndicats, qui est considérée comme brutale parce qu'on s'en prend, entre guillemets, aux gens les plus fragiles, aux plus précaires, en recalculant leurs indemnités. Et ça avait été retoqué par le Conseil d'État et le président de la République la repropose en l'état. Le décret sort aujourd'hui, enfin le 1er octobre. 1er octobre, c'est Donc, passé. Je comprends qu'il y ait de la contestation et je comprends qu'à nouveau des recours soient portés. Mais l'argument du gouvernement, qui n'est pas dit comme ça, on a 600 000, une pénurie d'emplois d'environ 500 000 postes
Et puis en même temps, on a 5,9 millions de chômeurs, de demandeurs d'emploi. La question, c'est comment on remet, c'est l'argument en tout cas, comment remettons, on peut en débattre, comment remettons ces Français au travail. Et c'est un peu la petite musique de la campagne présidentielle aussi. Non à l'assistanat, oui au travail. Qu'est-ce que vous en pensez, Christine Duroux ? Alors moi, je pense que, encore une fois, et là je parle Entreprises et Progrès, ils représentent à peu près 1 million d'emplois, on a des chefs d'entreprise un peu partout sur le territoire, des grandes et petites entreprises, et en fait je pense qu'une seule chose, c'est que tout ça doit se faire avec les entreprises, avec une compréhension de comment ça fonctionne, avec des initiatives aussi locales, et au-delà des réformes techniques qui sont extrêmement importantes, il y a quelque temps, on a aussi quand même incité fortement les entreprises à diminuer le nombre de petits jobs ou de jobs de courte durée. Donc il y a plein de leviers. C'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit, mais une vraie réflexion avec les entreprises sur comment on fait pour accompagner concrètement, localement, me semble absolument indispensable. Il y a quelque chose les syndicats étaient blessés sur une thématique violente pour ceux qui cherchent un emploi, c'est que ces demandeurs d'emploi ne cherchent pas d'emploi parce que c'est plus facile pour eux de rester à la maison que de trouver un emploi. Et certains ont dit, mais vous savez, le chômage est calculé sur le 57% du brut. Là, il est recalculé différemment, mais c'était ça la base. Et les gens disaient non, ce n'est pas vrai. On cherche des emplois, mais on ne trouve pas d'emplois. Alors, c'est quoi votre religion sur ce sujet ? Alors là-dessus, vous savez, c'est comme tout. Il y a, bien sûr, nous sommes une société faite d'hommes et de femmes. Il y a forcément des gens qui, à un titre ou à un autre, vont préférer rester au chômage, toucher des aides, plutôt que de ne pas travailler. Mais je pense que le gros bataillon, massivement, les gens souhaitent travailler. Simplement, et on l'a dit tout à l'heure, vous avez une inadéquation, entre l'offre et la demande. On oublie très souvent, et nous sommes issus d'une culture étatique, colbertiste, centralisée, on imagine qu'il suffit de dire, bon ben voilà, on crée de manière macro des emplois. Lorsque vous êtes en région, il vous faut une voiture, il vous faut vous réorganiser. Vous avez vu, il faut vendre la maison, parfois. Il faut éventuellement vendre la maison, vous ne vendez pas forcément au bon prix, etc., etc. Donc pour toutes ces raisons, lorsque vous mettez bout à bout tout cela, vous pouvez être amené à vous dire, bon ben, je reste où je suis, parce que lorsque monsieur vit à 90 km de madame qui doit... Donc ça n'incite pas le demandeur d'emploi, malgré cette réforme, à aller chercher un job qui ne correspond pas tout à fait à ce qu'il sait faire. Ça ne sera pas fait de manière aussi mécanique. Et je rejoins le propos qui consiste à dire, en la matière, et regardez bien, tous les pays qui ont avancé sur ce sujet, c'est vrai, notamment en Allemagne, aux États-Unis. Tous les pays qui ont avancé, c'est parce que ça a été géré de manière très pragmatique. C'est pas simplement la loi, vous prenez un décret, vous prenez une loi et vous dites ça va être réglé. Oui. Il faut vraiment regarder et faire en sorte effectivement que cette demande rencontre l'offre et préparer nos concitoyens, et à tout point de vue, en termes de formation, en termes de mobilité, en termes de disponibilité, d'organisation. Pour conclure, on nous dit quand même qu'il faut rassembler les salariés, il faut que tout le pays marche au même rythme. Et là, avec cette réforme, on a l'impression que de nouveau, ça recasse le pays en deux, entre ce que vous évoquez, les précaires, qui disent de nouveau on nous retape sur la tête. Et en même temps, on a quand même une pénurie d'emplois, il faut bien pourvoir ces emplois. Le pays est cassé en deux, mais ça c'est nouveau, c'est que l'école blanc travaille pas très loin de chez eux. Ils ont du télétravail, ils profitent de leur maison de campagne. Et puis il y a beaucoup de métiers beaucoup plus pénibles. Bah oui. On est posté. Il n'y a pas de télétravail, il n'y a pas de travail hybride, il n'y a rien. Il y a sa machine. Pour des rémunérations très faibles. Pour des rémunérations les plus faibles. Et eux n'auront jamais le droit au télétravail. On n'est pas garde d'enfants en télétravail. Ce que Chirac appelait la fracture sociale, qu'on pourrait appeler aujourd'hui la fracture sociale numérique, puisqu'en fait c'est quand même très lié à cela. Il y a une fracture sociale numérique. Non, je pense que c'est vraiment col blanc, c'est pas que numérique, c'est... Donc de statut aussi, de situation. Il y a une partie de la population qui va vivre mieux, et l'autre partie, ça se dégrade. 15 secondes chacun, voilà. Jean-Claude Beaujour et Christine Duroux. Vous avez 15 secondes, c'est un défi ce que je vous demande. Moi, je pense qu'il faut travailler sur les plus vulnérables. On a dit qu'il y a 500 000 jeunes qu'il faudrait aider, qui sont en grande précarité. C'est ceux-là qu'il faut aider. Et c'est pas simplement en se disant, et là encore, j'entends les propositions de réforme, mais je pense que l'école, la formation plus que jamais. Il y a un responsable d'entreprise qui me disait dans le Val-de-Marne, il me disait, moi, je veux bien prendre des agents de sécurité, mais j'ai besoin, c'était pour un établissement aéroportuaire, vous comprendrez, j'ai besoin de gens qui parlent un peu anglais, voilà. Donc rien que cela, ça peut être un élément disqualifiant. Donc, non, les emplois simples ont besoin parfois de qualification. Il faut aider les jeunes à rester, à se former et à pouvoir exiger des rémunérations. Merci d'avoir tenu les temps, Jean-Claude Beaujour. Après ces 45 secondes d'explication, Christine Duroux.
Moi, je pense que l'année prochaine sera l'occasion de réfléchir à si on veut un vrai progrès qui inclut tout le monde en réduisant cette fracture. On se l'est déjà posé en 95. L'année prochaine, c'est l'élection présidentielle. Absolument. Ouais, c'était croquer des pommes à l'époque, vous vous souvenez? Absolument. Et c'était la fracture déjà. Et c'était déjà la c'est fracture. important. Mais on est finalement, quand on le regarde de près, ce sujet pas très loin de cette notion de fracture sociale que Oui, une vraie Chirac fracture. évoquait à l'époque. Oui. Et un temps très politique maintenant, et attention à la brutalité des réformes, la perception. Et à la radicalité des mots aussi. Voilà, parce qu'il y a eu des milliards dépensés, et là on rogne sur des C'est gens exact. précaires. Donc, Et le chéquier. Et le chéquier est sorti. Merci Marine Balançard. Jean-Claude Beaujour, merci d'être venu avocat international en droit des affaires, vice-présidente de France-Amérique. Merci à Marine Balançard, directrice générale du cabinet de formation et de conseil à Riséal. C'est pas la peine de galoper comme cela. Et Christine Duroux, merci d'être venue sur notre plateau, associée senior chez Kea Partners et vice-présidente d'entreprise et Progrès. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On va parler avec Amélie Favrogité. C'est toujours des choses très concrètes. C'est ce que les candidats cachent en général leurs recruteurs. En général, le recruteur arrive comme ça à déceler le petit secret que vous cherchez à cacher sur votre CV. On en parle avec elle. Fenêtre sur l'emploi avec Amélie Favrogité. Bonjour Amélie. Bonjour Arnaud. Vous avez le sourire, ça fait plaisir. Alors là, on parle de sujets qui, c'est très intéressant avec vous. D'abord, vous dirigez Talent Management, le groupe Talent Management. J'oublie toujours de présenter votre marque, mais c'est important. Vous êtes une recruteuse. On découvre avec vous le concret, la réalité de ce qui se passe comme ça dans l'intimité. Alors là, on inverse. C'est la recruteuse que vous êtes. La semaine dernière, il y a beaucoup d'anecdotes qui étaient savoureuses, mais là, c'est intéressant. C'est ce que le candidat essaie à tout prix de cacher. On dit tout ou on dit pas tout? Est-ce que c'est bien de ne pas tout dire et est-ce que c'est dangereux? Alors c'est ni oui ni non, réponse de Normand. En fait, il faut dire ce qui est important, ce qui est essentiel surtout pour le job. Il y a plein de choses dans notre carrière qui sont passionnantes, qu'on a fait. Il y a des choses qu'on peut mettre de côté, mais il y a des choses, même si ce n'est pas le même métier ou le même secteur d'activité, il faut en parler parce qu'on va pouvoir faire des liens en termes de qualité et de compétences qu'on va pouvoir transférer sur le nouveau job. Donc je suis un champion de pêche à la mouche, mais je vais travailler sur la tech, on s'en fout. Pas nécessairement. Tout dépend, parce que le champion, il a dû faire quoi pour être champion? Il a dû s'entraîner, il a dû faire preuve de patience, il a fait preuve de combativité. Donc c'est peut-être des choses qui vont intéresser la tech. Alors, vous aviez un exemple concret que je trouve assez symptomatique lors d'un recrutement, entretien avec un commercial expérimenté. Tout à fait. Alors, racontez-nous, parce que c'est intéressant ça, ces petites choses comme ça qu'il ne veut pas dire. En fait, dans son parcours, on trouvait déjà que son parcours était assez court, il avait pas forcément, on sentait qu'il n'avait pas mis toutes ses expériences sur le papier. Et puis on commence un petit peu à discuter, et puis il tenait absolument à me dire qu'il avait un esprit d'entrepreneur. Mais rien sur le papier prouvait qu'il avait un esprit d'entrepreneur. Donc il essayait un peu de se raccrocher aux branches à ses dernières expériences. Puis à un moment donné, je me suis, pas énervée, mais je me suis mis au fond du fauteuil et je me suis dit, bon, il y a un truc que vous ne me dites pas, allez-y, crachez le morceau. J'ai dit, qu'est-ce que vous n'avez pas mis sur votre CV et que vous avez pourtant très envie de me dire? Et là, il s'est arrêté, je l'ai senti complètement en panique. Il me dit, en fait, il y a très longtemps, j'ai créé mon entreprise, j'étais paysagiste, mais ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Je dis, mais arrêtez, c'est super intéressant, au contraire. D'où l'esprit d'entreprise, d'ailleurs. D'où l'esprit d'entreprise. Mais il n'arrivait pas à le raccrocher parce qu'il me dit, paysagiste, c'est pas très fun, là, je suis commercial. Alors qu'en fait, si, parce qu'il a géré des équipes, il a géré des budgets, il a géré des imprévus, et c'est ce qu'on demande justement dans le job. Mais quand même, un chef d'entreprise qui a échoué, qui a déposé le bilan et qui en a honte finalement, ça, il a peur de le dire. On peut le comprendre. Alors en France, c'est encore assez mal vu. Effectivement, quand on a raté, c'est que on n'a pas été bon. Là où dans d'autres pays, au contraire, ça veut dire qu'on a appris et que plus on échoue et plus on va réussir à un moment donné. Bien sûr, mais pas en France. Pas encore en France. Ça commence tout doucement à bouger. Donc tout doucement, des gens commencent à dire non, là je me suis foiré, là j'ai raté tel truc. Et c'est pas grave, la prochaine fois je ferai encore mieux. Même en expliquant d'ailleurs les motifs et la manière de pouvoir transformer ou améliorer. Vous aviez un autre exemple cette fois-ci avec une femme. Oui. Très intéressant celui-ci aussi. Les femmes souvent, quand elles ont été femmes d'expat, elles ont suivi leur mari à l'autre bout du monde. Sur leur CV, c'est marqué femme au foyer.
c'est pas très glamour. Et on voit qu'il y a un trou pendant des fois 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et donc, des fois, elles osent pas trop expliquer ce qu'elles ont fait. J'ai suivi mon mari à l'autre bout du monde. Je dis, oui, mais vous avez fait quoi en fait? Ah oui. Et c'est là où on découvre plein de choses. Qu'elles ont peut-être créé un club de femmes localement, qu'elles ont organisé des événements, qu'elles ont trouvé des partenaires, des prestataires, qu'elles ont fédéré, créé du lien. Et là, on se dit, non, mais il y a un truc génial à raconter. Vous étiez une mini chef d'entreprise en fait. Bien Donc, sûr. arrêtez de vous cacher derrière le titre de femme au foyer. Finalement, ce que vous dites, Amélie, c'est que même ce qui peut paraître anodin pour celui qui se regarde peut être utile parce qu'on peut tisser des liens. C'est pas parce qu'on est dans une association bénévole qu'on ne fait rien, parce qu'on fait des choses utiles et qu'il faut le dire. Oui. Donc il y a globalement rien à cacher, il y a juste à essayer de valoriser ce qu'on a fait en fait. Oui. C'est ça l'enjeu. C'est comment on apprend à valoriser le travail et à valoriser les actions et les missions qu'on fait au quotidien, qu'on soit rémunéré ou pas, en fait. Il y en a plein des jeunes qui font des jobs non déclarés. Moi, quand je leur dis, je fais les ateliers CV, je leur dis, ça, il faut l'indiquer. Ils me font tous des grands yeux, genre, mais je vais pas dire que j'ai fait du black. Je dis, non, vous étiez auto-entrepreneur. Exactement. Justement, focus sur les jeunes, parce que autant le paysagiste, lui, il a quand même un peu de bouteille, il a fait des choses, puis finalement, vous allez réussir à valoriser son expérience. Un jeune, faut le reconnaître, quand il sort d'études, il a fait quoi? Deux colonies de vacances quand on a de la chance. C'est vachement bien. Et un stage, non, mais quand on a de la chance. Oui. Donc, comment on fait là? Qu'est-ce qu'on va chercher chez lui? Quand il a fait ses petites missions, il a peut-être fait un peu de babysitting, il a peut-être donné un peu de cours du soir, toutes ces petites choses-là. Ça, on va pouvoir essayer de le valoriser en lui disant, voilà, quelles étaient exactement tes missions, comment tu t'y es pris, combien de temps ça t'a pris. Moi, j'ai vu des jeunes qui animaient des réseaux sociaux, mais qui le faisaient un peu en loosé, mais qui avaient des super retours. J'ai vu des jeunes qui avaient monté des business un peu de dropshipping avant que ce soit mal vu, mais qui du coup gagnaient de l'argent et avaient très bien compris les mécanismes. Ça montrait déjà une appétence au business et au commerce. Dans les deux bouts de la chaîne de l'âge, les jeunes, évidemment, tout est bon aussi à valoriser. Ouais. Il y a les seniors. Le senior, là aussi, on en revient un peu sur l'histoire du paysagisme. J'ai un peu honte. J'ai eu un moment de trou, j'ai eu 3 ans, j'étais en galère. Est-ce qu'il faut poser le masque? Il faut poser le masque. Tout le monde est au courant. Tout le monde, un jour dans sa vie, va connaître le chômage, va aller rencontrer sa conseillère à Pôle emploi, tout le monde. Ou alors, on est un extraterrestre si on évite la case Pôle emploi. Donc, c'est tout à fait normal. Ça fait partie du parcours de vie, j'ai envie de dire, classique d'un candidat. Donc, à un moment donné, oui, on a été au chômage. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on a fait? Peut-être qu'on s'est formé, peut-être qu'on a fait des webinars, des choses à gauche, à droite. Peut-être qu'on a aidé un copain à monter une boîte. On a forcément fait quelque chose. On n'est pas resté le cul sur son canapé. Et au-delà de ces seniors qui ont fait des choses pour sortir de l'impasse, il y a aussi un truc très important qui m'est arrivé à plusieurs reprises, c'est les centres d'intérêt. Ouais. Qui peuvent parfois matcher, qui peuvent donner, en tout cas, un portrait robot du candidat. Ça, c'est essentiel. C'est essentiel, c'est ce qui permet de créer du lien au moment du recrutement. Et donc, très souvent, on a droit à quoi? À voyage, cinéma, lecture. Passionnant. C'est effrayant. C'est des trucs un peu foufou. Ouais. Et en fait, quand on creuse, on se rend compte qu'ils ont une vraie passion, mais qu'ils n'osent pas en parler. Ils sont fans de BD, je sais pas. Mais souvent, c'est très pointu. C'est ultra pointu, mais ils n'osent pas le mettre en avant. Ou il y en a qui font de la compète. Et on découvre à un moment donné qu'on a des gens qui font de la compète de haut niveau et on le savait même pas. Donc c'est juste incroyable. Et ça, c'est pour un recruteur, c'est utile. Un dernier mot, tiens, je voulais vous poser la question, vous qui connaissez. Il y a aussi le recrutement d'un militaire, d'un gendarme, de tous ces métiers de l'ordre et de l'autorité. Ils cartonnent ces métiers. Enfin, ceux qui étaient gendarmes militaires, on les recherche beaucoup. Ils sont très bien formés et ils sont très bien accompagnés pour la partie haut placement. Donc on leur apprend à pitcher, à se mettre en avant, à valoriser leur expertise et surtout à valoriser leur savoir-faire et leurs fameuses soft skills en disant ok, j'ai fait ça pendant X années, mais en fait je vais pouvoir vous aider sur la vision, sur la stratégie, sur le management. Bien accompagné. Et parce que bien accompagnés, ils savent se valoriser. C'est vrai que le service qui permet d'offboarder les militaires fin de carrière sont assez performants. Ouais. Merci Amélie Fabre-Guittet, c'est un plaisir, cofondatrice de Talent Management. Merci pour ces petits moments comme ça, très, très coulisses du recrutement. C'est un vrai plaisir de partager la fin de cette émission avec vous. L'émission est terminée, évidemment. On se retrouve lundi. D'ici là, passez un agréable week-end. Merci à toute l'équipe. Romain Luc à la réalisation, bien sûr. Je remercie Amanda au son. Et puis je remercie Fanny Griesmer et Margot Ruot qui m'accompagnent chaque jour. Je serai là, si tout va bien, lundi. D'ici là, portez-vous bien. Passez un agréable week-end. Bye bye.